D'habitude, la mission de ces secouristes, c'est d'aller sauver des vies. Attention les gars, il y a des pierres au-dessus. Marchez à côté du mur. Restez bien à côté du mur. Mais depuis 1 an à Gaza, ils récupèrent aussi beaucoup de cadavres. Un instant. Enlevez ce corps. C'est une femme. Vérifiez son visage, si elle en a encore un. Elle n'a plus de visage, il a disparu. Les éclats l'ont détruit. Il faut faire vite. Au-dessus de leur tête, les drones israéliens survolent toujours la zone qui vient d'être frappée. Les gars, on retourne par là d'où on vient. Mon frère, c'est compliqué par ici. Il y a un chemin par ici. On peut avancer tout droit, ça sera mieux. Sortons de cette rue. Les secouristes ont du mal à se repérer. Le quartier est défiguré. On est dans la rue du complexe médical Nasser. Allez-y. Combien de corps as-tu là-haut? On a 5 corps. L'homme qui filme ces images, c'est lui, Hatem, secouriste à Khan Younes depuis 3 ans, dans le sud de l'enclave palestinienne, l'un des secteurs aujourd'hui les plus ciblés par l'armée israélienne. On gère des situations difficiles, où les blessés ou les morts peuvent être des amis. On intervient dans des lieux où on a peur pour ceux que nous aidons. À chaque intervention, il risque sa vie, comme ce jour-là en janvier dernier. Hatem, ici avec son casque, vient d'être appelé à la suite d'une frappe de l'aviation israélienne. Il entre dans une maison pour secourir des blessés. Une seconde déflagration retentit. À l'aide, à l'aide! Hatem est toujours à l'intérieur. Calmez-vous, calmez-vous! Cette fois-ci, Hatem sort indemne, mais choqué. L'ambulance est là. Ça va, ça va. Laissez-le respirer, laissez-le respirer. Comme lui, 2 150 000 habitants sont pris au piège de la guerre qui frappe Gaza depuis 1 an. Une guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre 2023. L'organisation terroriste envoie alors des dizaines de commandos armés sur le sol israélien. Bilan de l'attaque, près de 1200 morts, principalement des civils, et 250 personnes prises en otage. Tsahal riposte immédiatement par des frappes aériennes massives et lance une contre-offensive terrestre dans l'enclave palestinienne. L'objectif militaire avancé est inédit, à la hauteur de l'onde de choc, éradiquer le Hamas. Il s'agit véritablement d'une guerre pour protéger notre maison. Et elle doit se terminer par une seule chose, une victoire totale et la destruction, l'écrasement du Hamas. 1 an après, que reste-t-il de la branche armée de l'organisation terroriste? Nous avons été capables, durant cette année de guerre, de démanteler leur infrastructure militaire. Nous avons pu détruire beaucoup de commandants. Nous avons pu les combattre de façon à rendre l'armée de terroristes inopérante. Mais à quel prix pour les Gazaouis? En 12 mois d'offensive, Tsahal a détruit plus de 60% de la bande de Gaza. Routes, bâtiments scolaires, habitations, hôpitaux. Selon l'administration locale dirigée par le Hamas, la barre des 40 000 morts a été dépassée, dont 14 000 enfants d'après l'UNICEF.
Comment expliquer un tel bilan humain? Dans cette guerre, il est tacitement toléré qu'il y ait 20 civils tués pour un simple militant du Hamas ciblé, et 100 pour les plus hauts gradés. Israël devait montrer aux Palestiniens qu'il y avait un énorme prix à payer. C'est nos enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? La réponse militaire israélienne permettra-t-elle d'éradiquer définitivement le mouvement terroriste? La stratégie du Hamas est d'amener les forces de défense israéliennes au milieu des villes, dans les zones les plus denses. C'est un piège. Et nous ne comprenons pas que plus on tue les Palestiniens, plus le Hamas gagne en popularité. Grâce à des images inédites tournées par des journalistes palestiniens à Gaza, nous avons enquêté sur l'une des opérations armées les plus meurtrières de ces 20 dernières années. Pour comprendre pourquoi la riposte israélienne provoque autant de victimes, nous sommes revenus sur les lieux d'une frappe qui a touché un camp de réfugiés en juillet dernier. Aziza, 47 ans, y habite depuis que sa maison a été détruite fin janvier. Je viens plusieurs fois par jour ici. Comme la majorité des Gazaouis, Merci beaucoup. elle vit au rythme des ordres d'évacuation de l'armée israélienne. Avec son mari et leurs 5 enfants, ils se sont déplacés 4 fois avant d'arriver dans cette tente. Nos affaires sont dans des cartons et les matelas aussi. La tente est bien déchirée. Il fait très chaud maintenant, mais l'hiver approche et je n'ai personne pour m'aider à boucher les trous. Tous ces éclats proviennent d'une roquette. Chaque fois que je balaie le sable, je trouve des éclats de missiles. Comme tu le vois, voilà, c'est ça notre vie. Elle pense être à l'abri dans le camp d'Al-Mawassi, une bande de terre côtière de 40 km au sud de l'enclave. Mais la vie d'Aziza bascule le 13 juillet dernier. Alors qu'elle est en train de faire du pain avec ses enfants, une puissante explosion déchire la tente. J'ai pris cet enfant par la main, c'est mon fils et j'ai couru dans cette direction. J'étais en train de courir dans la rue avec lui. À cause du choc, je n'ai pas cherché ma fille, j'ai juste pris celui que j'ai trouvé. Tu sais, quand je marchais, j'avais l'impression que la terre s'ouvrait pour nous avaler. Des éclats et du sable nous ont recouverts. C'était comme quand on est dans la mer et qu'une grosse vague arrive et que tu respires difficilement. Je faisais comme s'il y avait une vague mortelle, je disais à mon fils d'ouvrir la bouche pour qu'on n'étouffe pas. Je suis sortie dans la rue et on ne voyait rien du tout. C'était noir, on ne voyait pas nos doigts. Son mari, Bassam, part chercher les secours pour aider la voisine, dont les mains viennent d'être criblées d'éclats d'obus. Atem, le secouriste, est en service ce jour-là. Ça s'est passé vers 10h30. Lorsqu'on est arrivé, je ne saurais vous décrire l'ampleur du désastre et l'horreur qui régnait. Les cadavres jonchaient le sol, un véritable carnage. Il y avait des enfants, des femmes partout. L'endroit où l'attaque a eu lieu est extrêmement peuplé. C'était dans la rue du marché, donc il y avait beaucoup de gens. Dans notre travail, on voit ce genre de scène assez souvent, mais cette frappe a été la plus puissante, la plus rude et brutale que j'ai jamais vue. Pourtant, la zone est classée humanitaire par l'armée israélienne, autrement dit sécurisée. Alors pourquoi cette frappe? Dans le viseur de Tsahal, Mohamed Def, le chef des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas. Considéré comme le cerveau de l'attaque du 7 octobre, il est une cible prioritaire pour l'armée israélienne. Il a été frappé plusieurs fois au cours des 10-15 dernières années, dans toutes les campagnes israéliennes précédentes. 27 septembre 2002.
Mohammad Def, un des chefs militaires du Hamas, n'en revient pas d'avoir survécu au missile israélien qui vient de frapper sa voiture. Il a perdu un bras, il a perdu un œil, et il a survécu. Il était comme un chat avec 9 vies. Les services de renseignement israéliens l'ont repéré dans ce complexe de bâtiments. À l'intérieur, la villa de l'un de ses proches commandants, Rafa Salameh, en plein milieu du camp de déplacés d'Al-Mawasi, où vivaient à cette époque 80 000 personnes. Mohamed Def est allé à l'extrémité de la zone humanitaire exprès, sachant qu'Israël n'opérait pas là-bas, risquant la vie de Gazaouis. Il était dans un complexe de terroristes. Malgré les risques pour la population civile environnante, Tsahal décide de larguer plusieurs missiles à guidage de précision par avion sur le bâtiment. Depuis le 7 octobre, la doctrine en matière de dommages collatéraux acceptables est devenue plus permissive, selon ce journaliste d'investigation. Il y a eu un changement radical dans la façon dont Israël a traité les dommages collatéraux dans cette guerre. Avant, il était acceptable de tuer 5 à 10 civils pour éliminer un officier de haut rang du Hamas. Désormais, dans cette guerre, il est tacitement toléré d'avoir 20 pertes civiles pour un agent de base du Hamas et plus de 100 morts pour un haut gradé. La puissante série de frappes détruit le bâtiment et laisse un cratère de 18 mètres de diamètre. Quelques minutes plus tard, à 140 mètres du premier point d'impact, une seconde frappe avec un missile plus petit tombe juste devant le camion d'Atem, le secouriste. Nous avons été directement ciblés ici même. Cette frappe a causé la mort de 4 collègues de mon service de protection civile. Parmi les victimes de cette seconde frappe, Bassam, le mari d'Aziza. Je te le jure, mon mari, c'est un civil. On n'a jamais rien fait. Pourquoi nous? Quelle est notre faute? On était tous des civils dans la rue. Ils disent qu'ils visaient le commandement, d'accord, mais pourquoi cibler ceux qui se réfugiaient dans la rue? Mon mari et la femme qui pétrissait sa pâte, ma voisine, qu'ont-ils fait? On est venu en croyant qu'Al-Mawasi était une zone humanitaire sûre. Mais à Gaza, il n'y a plus d'endroit sûr. Personne n'est à l'abri. Et pour Atem, le secouriste, ce n'était pas un hasard. Le message derrière ces missiles, c'est qu'ils interdisaient à quiconque d'approcher cet endroit. Ils ne voulaient pas que quelqu'un sauve ou récupère les blessés ou sorte les corps. Alors l'armée israélienne a-t-elle volontairement ciblé les secouristes? Pour cet expert militaire israélien, Tsahal a en effet recours à ces doubles frappes pour créer une barrière de feu autour de sa cible. Ce que vous faites quand vous cherchez à avoir un terroriste de premier plan comme Mohamed Def, c'est d'abord d'assurer le cloisonnement du périmètre autour du lieu où vous allez frapper, pour éviter que les autres ne s'échappent. C'est pour éviter que les gens, les mobylettes, s'approchent de la zone ciblée. Donc d'une part, vous devez vous assurer que l'endroit est neutralisé de votre point de vue, ou cloisonné. Et si des forces comme des médecins arrivent sur la zone, vous essayez de les en empêcher, de les arrêter. Vous ne cherchez pas à les tuer exprès, mais oui, parfois vous leur tirez dessus. Le ministère de la Santé gazaoui annonce 90 morts et plus de 300 blessés. L'une des opérations les plus létales du conflit. Le prix à payer selon Tsahal pour éliminer Mohamed Def et son commandant, dont les décès seront confirmés 15 jours plus tard. Nous voyons chaque perte de vie innocente comme une tragédie et nous faisons tout ce que l'on peut pour l'éviter. En même temps, le Hamas fait tout ce qu'il peut pour augmenter le nombre de morts, soit en mentant sur les chiffres, soit en poussant les civils sous la ligne de feu, en se cachant derrière eux. En un an, l'armée israélienne affirme avoir détruit plus de 2000 tunnels
éliminé plusieurs hauts commandants de la branche militaire et avoir tué au total 17 000 combattants sur les 30 000 que comptait le Hamas au début de la guerre. Alors comment a-t-elle procédé pour en éliminer autant? Mais Ron Rapoport est le rédacteur en chef du média d'investigation Plus 972. Dans une longue enquête publiée en avril dernier, il affirme qu'Israël a eu recours aux techniques d'intelligence artificielle. Grâce à un logiciel appelé Lavender, Tsahal aurait établi en un temps record une liste de 37 000 cibles à abattre à Gaza. Le système décide quelles sont les caractéristiques d'un militant du Hamas. Et puis, il vérifie tous les Palestiniens à Gaza pour voir qui correspond à ces caractéristiques. Vous devez comprendre qu'Israël a une surveillance totale sur toute la population de Gaza. Ça peut être l'usage de certains mots, ça peut être d'être en contact avec des personnes que les renseignements connaissent, comme un membre du Hamas. D'après leur enquête, au début de la contre-offensive, cette liste servait de base de données pour piloter les frappes de drones israéliens qui visaient la plupart du temps les militants suspectés chez eux, de nuit. Parce que pour cibler quelqu'un dans la rue, il faut utiliser un drone et chaque missile coûte environ 100 000 $. Et vous pouvez avoir besoin d'en tirer 4 pour tuer une seule personne. C'est coûteux. Ils ont trouvé que c'était plus facile et même moins cher d'attaquer ces personnes à la maison, la nuit, quand elles dormaient avec leur famille. Généralement, les attaques ont lieu à 4 heures du matin, quelque chose comme ça. Cette décision d'attaquer les maisons privées de ces activistes était l'une des raisons pour lesquelles il y a eu un grand nombre de victimes. Problème, le logiciel Lavender générerait 10% d'erreurs. C'est-à-dire que 10% de ceux qui sont frappés sont innocents, complètement innocents. Les soldats qu'ils ont interviewés évoquent une pression telle pour riposter vite et fort au lendemain du 7 octobre que l'approbation humaine derrière chaque frappe était minimale. Tsahal réfute ces accusations. Cette publication n'est pas exacte, je peux vous le dire. Il y a beaucoup de cadres supérieurs qui approuvent chaque attaque et chaque objectif. Et les machines nous aident à organiser l'information, mais pas à prendre des décisions, ni à classifier les gens comme terroristes. Pour mener à bien sa riposte contre le Hamas, Israël s'est aussi lancé dans une guerre de communication. Depuis un an, les frappes à Gaza se déroulent à huis clos. L'État hébreu interdit aux journalistes étrangers l'accès au territoire palestinien, excepté lors de circuits organisés par Tsahal. Les rares images qui nous parviennent sont filmées par les journalistes palestiniens bloqués dans l'enclave. Mais l'armée israélienne est accusée de les prendre pour cible. Abou El Abid. Abou El Abid. Je me permets d'entrer. Emad Gaboun est un journaliste indépendant de 28 ans qui vivait dans le nord de la bande de Gaza avant le déclenchement de la guerre. Un missile est tombé ici à 13h40. C'est ce qui a entraîné tous ces dégâts. Et aussi 82 morts. Hommes, femmes, enfants et même des fœtus qui ne sont pas encore nés sont morts ici. Et cette maison-là, il y a encore des corps en dessous. On n'a pas pu les récupérer. Il travaille régulièrement pour Al Jazeera et la chaîne saoudienne Al Arabiya, comme ici, où il filme les destructions suite à un bombardement israélien. Depuis un an, les journalistes palestiniens documentent la guerre au péril de leur vie. Pour Emad, son gilet presse n'est plus une protection. Quand je porte le gilet, j'ai encore plus peur. Mais c'est impossible que j'abandonne mon travail de journaliste. À chaque moment où je pars en tournage, c'est comme si c'était la dernière fois. Même maintenant avec vous,
J'ai peur que l'armée me cible, car ils ne veulent pas qu'on montre ce qu'il se passe ici. Le 22 janvier dernier, il vient de tourner un reportage sur la famine dans le nord de la bande de Gaza. Il est avec 3 autres journalistes. Pour envoyer leurs images, ils se dirigent vers une colline, l'un des rares points d'accès au réseau Internet de la zone sinistrée. C'est la première fois qu'il revient à proximité des lieux. Il était 14 h. Mon collègue Anas Al-Sharif était à environ 25 mètres de moi. Avec les autres, on essayait de contacter nos proches. Juste là, à côté de cette colonne. Je ne veux pas m'approcher plus parce que j'ai peur. Nous étions 4 et j'étais en train d'essayer de me connecter. Et tout d'un coup, on a senti l'attaque. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais la colonne a bougé et m'a projeté de l'autre côté. Il y avait beaucoup de sang et j'étais à moitié inconscient. Des bombardements de l'armée israélienne. La suite est filmée et commentée par son collègue Anas Al-Sharif, un journaliste d'Al Jazeera. Il y a des blessés sur place. Il se précipite vers Emad, à gauche de l'écran, et ses autres collègues. Ils viennent d'être ciblés par des drones. Soulevez-les. 5 minutes plus tard, évidemment, il n'y avait pas d'ambulance. Les rues étaient détruites et impraticables à cause des décombres. Un bulldozer est arrivé et ils m'ont mis sur une toile placée dans la lame à l'avant de la machine. C'était une scène terrifiante, un moment extrêmement difficile. Chaque minute du trajet entre l'endroit de l'incident et l'hôpital m'a semblé durer une éternité. J'étais tout près de la mort car un éclat m'a touché à la poitrine, à la main et à la jambe. La plus grave, c'était celle dans la poitrine, un fragment long comme une antenne. Jusqu'à aujourd'hui, ces fragments sont encore dans mon corps et j'en souffre toujours. Parfois en mission, je m'évanouis et je tombe car je n'ai pas la possibilité de me soigner correctement. La situation dans les hôpitaux ne le permet tout simplement pas. Emad et ses collègues ont-ils été délibérément visés par l'armée israélienne? Pendant 4 mois, une équipe de 50 journalistes coordonnée par Forbidden Stories a enquêté sur plus de 100 cas de professionnels des médias blessés ou tués par l'armée israélienne à Gaza. D'après leur investigation, au moins 18 d'entre eux ont été touchés par des tirs de précision émanant de drones de combat, dont Emad et ses collègues. En fait, ce qu'on sait de cette frappe, c'est que sur les 4 journalistes, il y en a un qui portait un gilet marqué presse. Donc déjà, ils étaient identifiés, en tout cas l'un d'entre eux était identifié comme journaliste. Ça, c'est un élément important parce que normalement, l'armée ne doit pas tirer sur un journaliste. On sait une deuxième chose, c'est qu'il y a une vidéo avec un son. Et ce son, de nombreux experts que l'on est allé interviewer l'ont attribué à un drone. Ça correspond exactement au drone utilisé par l'armée israélienne. On a analysé l'impact causé par cette explosion. Et les experts en ont déduit que c'était une charge explosive assez légère, ce qui est assez cohérent si c'est un drone qui est à l'origine de cette frappe. On sait aussi un autre point important, c'est qu'il n'y avait pas de combat et ce n'était pas une zone d'affrontement ce jour-là, à cette minute-là. Et on sait enfin qu'il n'y avait pas d'infrastructure que l'armée israélienne voulait cibler. Donc on a 4 personnes, 4 journalistes au milieu de ce no man's land qui sont visés par un drone et l'armée israélienne ne donne pas plus d'informations sur ça parce qu'elle dit ne pas se rappeler, ne pas avoir souvenir d'une frappe ce jour-là. Leur enquête révèle aussi que l'armée israélienne a détruit 6 bâtiments abritant des rédactions, dont celui de l'AFP en novembre 2023. En un an, 116 journalistes sont décédés,
dont 111 Palestiniens selon le décompte du CPJ, le Comité pour la protection des journalistes. C'est l'un des conflits les plus meurtriers pour la presse en un temps record. Les journalistes ne sont pas des civils plus importants que les autres. La différence, c'est qu'un journaliste est capable de raconter le crime de guerre qui a lieu ou qui va avoir lieu. Et si on n'a pas de témoins sur place, ces crimes de guerre ils vont se multiplier en toute impunité. Les conventions de Genève sont très claires là-dessus. Il est formellement interdit de tuer un journaliste ou s'en prendre son matériel. C'est un crime de guerre si on fait ça. Une violation du droit international démentie par Israël. Nous respectons la liberté de la presse et le journalisme, et nous ne ciblons pas les journalistes. Dans ce conflit, malheureusement, des journalistes sont morts des deux côtés. Selon le CPJ, 2 journalistes israéliens ont été tués par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. Mais Tsahal est aussi montré du doigt pour de graves exactions commises sur son propre territoire, notamment dans cette prison militaire à Sde-Teman. Ce que Faraj a vécu là-bas le hante encore chaque nuit. Je prends ces médicaments. Ça, c'est un traitement psychiatrique qui m'aide à dormir. Ça, c'est un calmant. Et l'autre, c'est un antidouleur. Cet agriculteur de 39 ans, père de 4 enfants, qui affirme n'avoir aucun lien avec le Hamas, a été arrêté le matin du 19 novembre 2023 à un checkpoint à Gaza. À ce moment-là, j'étais sur la route. On fuyait vers le sud avec mes enfants, ma femme, mes frères et leurs familles. J'étais à 20 ou 30 mètres de mes frères, arrêtés eux aussi, quand, en franchissant le checkpoint, quelqu'un a crié « Toi, avec le pull jaune et rouge, reviens là !» Je suis retourné vers eux, portant ma fille dans les bras. Ils m'ont ordonné de la lâcher et de garder mon sac à dos. Ça suffit, taisez-vous! Les soldats de Tsahal les ont déshabillés, puis conduits dans une usine à béton à proximité pour les interroger. Faraj, comme les autres hommes arrêtés, a les mains attachées et les yeux bandés. Il me demandait « Où sont les combattants du Hamas ?» Je répondais que j'en savais rien. Pendant l'interrogatoire, l'un d'eux a tiré 3 balles et quelqu'un a crié. L'officier a alors dit « On l'a tué, ramenez-en un autre. » Ensuite, il me demandait « Tu vas avouer ou non? Sinon, on te tire dessus comme l'autre. » J'ai répondu que j'étais un simple agriculteur, que j'avais rien à voir avec le Hamas. Il a alors sorti une balle de cette taille-là, peut-être une balle de M16, j'en sais rien. Il l'a mise dans mon oreille et a commencé à la faire tourner jusqu'à me faire saigner. Le soir, avec une 50aine d'autres détenus, il est transféré jusqu'au centre de détention israélien de Sde-Teman, à une 20aine de kilomètres de la bande de Gaza. Faraj y reste 18 jours. Ça a été les pires 18 jours de ma vie. Ils nous donnaient un petit morceau de pain et un concombre ou une tomate. Les blessés étaient laissés à l'abandon. Des prisonniers revenaient de l'interrogatoire avec des cicatrices et des blessures graves. Ils racontaient que les gardes utilisaient des bâtons en bois pour les violer ou bien qu'ils laissaient les chiens les violer. C'est une question sensible, surtout chez nous. Un récit confirmé par ces images de vidéosurveillance diffusées par la télévision israélienne. Le reportage décrit un détenu emmené en dehors de l'enclos, puis un soldat qui le sodomise avec un objet, derrière les boucliers d'autres militaires. Faraj ne raconte pas s'être fait violer, mais il affirme avoir été battu durant son interrogatoire par le Shabak, les services de renseignements intérieurs israéliens. Ces 4 jours et 3 nuits chez le Shabak ont été vraiment terribles. J'étais assis sur une chaise en métal, les mains et les pieds attachés avec des chaînes métalliques.
J'étais complètement nu, à part une sorte de blouse, comme celle des hôpitaux. Ils avaient une corde élastique épaisse de 2 ou 3 cm, avec une extrémité dure. Ils me frappaient avec, comme si c'était un fouet. Quand ils me frappaient sur les parties intimes, je me sentais partir, tellement la douleur était intense. Ils m'ont aussi frappé dans le dos. J'espère que ça m'arrivera plus jamais. J'ai été interrogé 12 fois. Je m'évanouissais et ils me réveillaient à chaque fois. Un médecin intervient pour arrêter l'interrogatoire afin d'éviter qu'il ne succombe à ses blessures. À Sde-Teman, un hôpital de campagne a été monté pour traiter les prisonniers blessés. Une simple tente à laquelle a eu accès ce docteur israélien qui accepte de témoigner anonymement. À l'intérieur de la tente, c'était très silencieux. Les patients étaient répartis sur 2 lignes. Tout le monde était allongé, totalement attaché et les yeux bandés. Ils étaient tous menottés. Chaque bras et chaque jambe étaient menottés aux côtés du lit. Ils étaient allongés sur le dos et incapables de bouger. Ils étaient complètement nus, simplement vêtus d'une couche et d'une couverture anti-puce. Des conditions d'hospitalisation qui ont choqué ce professionnel aguerri. C'est une sorte de torture. Non, ce n'est pas une sorte, c'est de la torture. Vous ne les regardez pas dans les yeux. Ils ne peuvent pas bouger. Ils n'ont pas de nom, vous n'en avez pas non plus. Vous réduisez la médecine à quelque chose d'extrêmement technique. Et cette déshumanisation des Gazaouis, qu'on sent dans la société israélienne, c'est le reflet de ce qui se passait dans cet hôpital de campagne. À Sde-Teman, 44 prisonniers palestiniens sont décédés depuis le 7 octobre, selon l'ONG israélienne Physicians for Human Rights. Pour comparaison, à Guantanamo, après plus de 20 ans de fonctionnement, 9 prisonniers sont morts. L'opinion publique israélienne pense que ces gens sont des terroristes sans aucun droit, mais l'armée elle-même a relâché un tiers de ses détenus. Autrement dit, elle les a maltraités, torturés, puis libérés lorsqu'elle a réalisé qu'ils n'avaient aucun lien avec le Hamas. Comme près de 1500 autres détenus, Faraj est relâché après 228 jours de détention. À ce moment-là, il pense que tous ses proches sont morts, comme le lui ont fait croire ses geôliers. Je me suis mis à pleurer et je leur ai dit « C'est moi, c'est bien moi, Faraj !» Ensuite, ils m'ont pris dans leurs bras et ont pleuré. Ils m'ont mis dans la voiture et m'ont ramené ici. Dès que je suis descendu de la voiture et que j'ai vu ma mère, j'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'elle était encore en vie. Je me suis précipité vers elle, j'ai embrassé ses pieds en premier, puis je l'ai serré dans mes bras et je lui ai embrassé les joues. Physiquement, Faraj est méconnaissable. Il a perdu 34 kilos. Voici une photo de moi avant la guerre et une autre après ma sortie de prison. Je me suis pas reconnu quand j'ai vu cette photo. Regarde la différence entre les deux. Faraj a depuis témoigné auprès d'organisations internationales pour dénoncer ces conditions de détention. Côté israélien, des enquêtes sont ouvertes par le parquet militaire pour élucider les circonstances de la mort des prisonniers à Sde-Teman, ainsi que l'affaire du viol présumé. Nous investiguons, nous prenons cela extrêmement au sérieux parce que ce n'est pas la façon dont nous agissons, cela ne nous représente pas. Tsahal condamne les comportements qui ne sont pas en accord avec les règles de détention. Jusqu'à quand l'État hébreu va-t-il poursuivre sa guerre à Gaza? Pour cet ancien chef des services de renseignements intérieurs israéliens, la réponse militaire ne suffira pas à assurer la paix. Le Hamas n'existe plus aujourd'hui en tant qu'organisation militaire.
ni en tant qu'entité ayant un contrôle politique ou diplomatique. Il existe encore en tant qu'idée, en tant qu'idéologie. Les Palestiniens savent que le Hamas les utilise comme bouclier humain, mais ils pensent que le Hamas est la seule organisation qui se bat pour leur liberté et leur futur État palestinien. Tant que le peuple palestinien ne croira pas en une meilleure réalité, ce seront les enfants palestiniens qui généreront le prochain cycle de terrorisme. Le front sur lequel nous pouvons réellement vaincre le Hamas, c'est celui des idées. Et l'idéologie du Hamas ne peut être vaincue que par une idéologie plus forte. Celle que nous refusons de proposer, c'est une perspective politique, une réalité à deux États pour deux peuples. Une perspective rejetée par Benyamin Netanyahou, qui n'évoque jamais la fin des opérations militaires dans l'enclave palestinienne, où 346 soldats sont morts. Pourtant, le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense sont dans le viseur de la Cour pénale internationale. Elle a requis à leur encontre des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.